Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN sont donc réunis en sommet à Bruxelles. Le numéro 1 de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, parle d'un moment déterminant pour la sécurité des pays de l'Alliance. Avec nous pour en parler, Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'URSS, de la Russie et de l'Ukraine. Vous êtes notamment l'auteur du livre « L'Ukraine, une histoire entre deux destins ». C'est chez Bartilla. Avec nous également en direct sur TV5 Monde, Pierre de Jong. Merci d'être avec nous, ancien colonel des troupes de marine de l'armée française, consultant sécurité défense, vice-président de l'Institut Thémis. Pierre de Jong, la première question est pour vous. Fournir à l'Ukraine un système de défense anti-aérienne, c'est une priorité, déclare aujourd'hui le patron de l'OTAN. De quel système de défense s'agit-il au juste? On a commencé un peu à esquisser la question en première partie, mais pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, est-ce que c'est un missile qui pourrait permettre d'abattre un autre missile? Est-ce que c'est un dôme, comme certains pays en ont? Alors en fait, c'est un système de missiles antimissiles, donc des missiles qui sont en général tirés du sol pour tirer sur des engins volants, quels qu'ils soient. Donc là, en l'occurrence, c'est des missiles. Donc c'est des missiles particuliers parce qu'il faut un radar qui puisse déterminer la trajectoire du missile qui arrive sur votre cible. Donc c'est déjà des engins extrêmement sophistiqués. Après, vous créez une espèce d'environnement autour d'un site ou autour d'une ville, par exemple, et à partir de là, il y a donc un système extrêmement dense de protection. Tous les radars se mettent en action et donc dès que vous avez un missile qui arrive dans la zone, vous avez un système automatique, je dis bien automatique, qui choisit le lanceur, donc tous les lanceurs ne tirent pas en même temps, un système automatique qui détermine quel lanceur tire et à la milliseconde, si vous voulez, le lanceur se met sur l'objectif. Actuellement, il y a un modèle qui est très connu, c'est celui qui est mis en place en Israël, qui fonctionne relativement bien, puisqu'on va considérer que 80%, 90% des missiles ou des roquettes qui tombent sur Israël sont détruites avant. Il reste quand même 10%, ce qui veut dire qu'aucun dôme, ni dôme de fer, ni dôme de cuivre, ne peut arrêter totalement. Mais l'armée ukrainienne, elle a déjà des missiles sol-air fournis notamment par la France, par la Grande-Bretagne. L'Allemagne vient d'en livrer également. Qu'est-ce que ça va changer? On a du mal à voir ce que propose aujourd'hui l'OTAN au fond. Alors, il y a une double différence. La première différence, c'est que ce qu'ils ont actuellement sont des missiles solaires de courte portée destinés à tirer sur les aéronefs qui vont doucement, sur les hélicoptères, sur les avions, on va dire Mach 1 maximum, alors qu'un missile, c'est Mach 2, Mach 3, Mach 4 pour les plus lents. Et ça peut aller jusqu'à des Mach extrêmes. On a vu les démonstrations des Russes au cours des 6 premiers mois de l'année. Donc le problème, il faut des engins extrêmement particuliers, extrêmement précis, d'autant plus que la cible, elle est microscopique. Par rapport à un hélicoptère ou un avion, c'est des cibles microscopiques. Donc il faut impérativement avoir un matériel dédié. Alors il est vrai que les Ukrainiens, il y a 2-3 jours, ont réussi quelques exploits, c'est-à-dire avec des engins, je dirais, plutôt sommaires, ont réussi dans le cadre, comme ils étaient dans la queue de trajectoire du missile, ils ont réussi en fait à lancer un missile pour détruire le missile. Mais en fait, c'est à mon avis un coup de chance. Aujourd'hui, si vous voulez, Kiev ou les grandes villes ukrainiennes méritent d'être protégées par un système plus perfectionné que par quelques lanceurs dans une tranchée. Alors, Pierre Laurin, avantage à l'armée russe pour l'instant dans le ciel ukrainien depuis le début du conflit? Certainement depuis le début du conflit, même si les Ukrainiens ont eu des succès nets, en particulier contre l'aviation et les hélicoptères russes, mais les Russes gardent la maîtrise du ciel. Le problème pour eux, c'est que, curieusement, ils ne l'exploitent pas beaucoup. Là, c'est vraiment la première fois où il y a des frappes massives et qui sont une réussite pour la plupart, même s'il y a des missiles qui ont été interceptés, c'est évident. Pourquoi le succès? Parce que ça vise des infrastructures énergétiques notamment, des cibles militaires. Exactement. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit que ce sont les intérêts économiques, énergétiques de l'Ukraine qui sont visés de la même manière que les Russes considèrent que leurs intérêts ont été visés par les attentats contre le gazoduc Nord Stream et contre le pont de Crimée. J'allais dire, pourquoi? C'est ça le calendrier, si je puis dire? Je crois que là, c'est une riposte qui était de toute manière, à mon avis, prévue depuis un certain temps. Et on a l'impression que ce qui est en train de se passer peut être le début d'une contre-offensive. On ne sait pas exactement. Une contre-offensive, Contre-offensive. Parce qu'elle est en difficulté à Kharkiv, à Kherson notamment, l'armée russe. Effectivement, mais ce sont des zones, en particulier Kherson, qui méritent pour les Russes d'être défendues. Donc, certainement, il va y avoir, à cet endroit-là,
ou peut-être des manœuvres de diversion ailleurs, il va y avoir une contre-offensive. Et l'intervention du président biélorusse Loukachenko est significative dans la mesure où sa déclaration ne peut servir qu'une seule chose, c'est à immobiliser des troupes ukrainiennes le long de la frontière biélorusse. Alors on va essayer de comprendre aujourd'hui ce sommet de l'OTAN parce qu'on a quand même avancé dans le conflit, ça fait plus de 7 mois que ça dure. Pierre de Jong, la Russie considère aujourd'hui clairement qu'elle fait la guerre non pas à l'Ukraine, c'est ce qu'elle dit en tout cas, mais à l'OTAN, l'Ukraine étant pour Moscou le théâtre de cette guerre. Est-ce que cette question de la défense antiaérienne n'est pas sensible aussi pour l'OTAN, qui, si elle va un peu trop loin, serait considérée vraiment comme un belligérant ? Je ne crois pas parce que vous savez que l'armement, enfin le dôme de fer ou l'armement antimissile est un armement défensif, purement défensif. Donc là, à la limite, on ne peut pas accuser les États-Unis ni l'OTAN d'être co-belligérants. Ils auraient pu l'être éventuellement lorsqu'ils ont livré des HIMARS ou même lorsqu'on livre des canons César. Mais encore une fois, le système antimissile est un système de protection. Donc là, on ne peut pas considérer que l'OTAN s'engage davantage. Par contre, ces systèmes antimissiles coûtent extrêmement cher. Donc le coût, l'investissement à mettre en place est absolument énorme. Si vous voulez, ça correspond au budget d'une armée, par exemple. Donc encore une fois, il y a un effort financier colossal qui est en train d'être fait. Mais encore une fois, ce genre de missile ne rentre pas dans la catégorie d'armement. Alors il y a la question du coût, vous nous le dites, et du réapprovisionnement, on en parlait dans la première partie, mais je réitère ma question, pourquoi, alors c'est plus trop la demande du président Zelensky, pourquoi est-ce que l'OTAN ne ferme pas le ciel ukrainien ? Ça serait une déclaration de guerre ? Fermer le ciel ukrainien, ça veut dire, vous savez, c'est extrêmement compliqué. Alors les mots sont techniquement faciles à comprendre. Genre, un exemple, on fait une zone interdite, si vous voulez, on appelle ça une fly-free zone. C'est-à-dire que tout ce qui rentre dedans, on tire dedans. Le problème, là, c'est un acte agressif. Et pour détruire un avion, là, pour le coup, il faut mettre un système antimissile, mais qui est protégé. Parce que vous vous rendez compte, enfin, dans le système, ce qu'il faut, c'est qu'il faut un système à plusieurs niveaux, à plusieurs rangs. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, sur l'ensemble de l'Ukraine est globalement maîtrisée par les Russes. Ceci étant dit, les Russes ont un autre problème, c'est qu'avec leur aviation, ils maîtrisent, oui, mais quand ils descendent trop près, les Américains ont doté très largement l'armée ukrainienne avec de l'armement anti-aérien de courte portée. Ce qui veut dire que les pertes aériennes, hélicoptères, avions russes ont été très très importantes. Ce qui veut dire que les Russes sont obligés de monter très très haut pour faire quelque chose. Donc si vous voulez, il y a une espèce d'équilibre qui s'est mis en place qui fait qu'aujourd'hui, c'est 50-50. Et encore une fois, la menace principale qui guette l'Ukraine aujourd'hui n'est pas aérienne, mais elle est à base de missiles. Pierre Laurin, on a vu que vous acquiesciez sur cette question militaire et de la question du ciel. Pour revenir juste sur cette guerre que la Russie dit mener à l'OTAN, la Russie dit aussi, on l'entend parfois, les Américains se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Quel est votre avis sur cette question ? Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière ce conflit aujourd'hui ? Je crois que je parle du point de vue russe. Les Russes considèrent qu'effectivement, à partir du moment où les pays occidentaux livrent du matériel, et souvent du matériel de pointe, à l'Ukraine, ils sont à la frontière de la co-belligérance. C'est-à-dire que ils sont partie prenante dans le conflit. Et que donc, en livrant des armes de plus en plus perfectionnées, ce qui pose un problème à l'OTAN également et aux pays occidentaux, parce que des armes ultra perfectionnées qui coûtent très cher, ça signifie également des transferts de technologie, et puis ça signifie également que ces armes vont être déployées sur des terrains où elles ne seront pas forcément sous contrôle. Donc ça présente des risques. Mais pour les Russes, il est très clair qu'à partir du moment où les Occidentaux ont une politique agressive par les sanctions et par les fournitures d'armes à l'Ukraine contre la Russie, ils sont réellement... Partie prenante, en tout cas. Oui, on peut les considérer comme un ennemi, même si ce n'est pas exactement techniquement le terme. En tout cas, c'est un adversaire et ça, personne ne le nie, je crois. Alors la France va renforcer sa présence militaire, on l'apprend sur le flanc est de l'OTAN, en déployant dans les prochaines semaines des véhicules blindés d'infanterie, des chars Leclerc en Roumanie, des renforts en Estonie. C'est ce qu'a annoncé le ministère français des Armées. Et puisque je parle de la France, vous allez regarder un clip qui est assez étonnant, officiel, ukrainien, du ministère ukrainien de la Défense. Il s'agit de la France. Regardez, on fait réagir nos invités juste après.
Alors Pierre de Jong, vous l'avez vu, ce clip, on imagine, qu'est-ce qu'il vous inspire? Bon, on est clairement dans une bataille médiatique, pour ne pas dire de propagande. Alors, en tant qu'ancien officier, je ne me remercie pas, je salue respectueusement le communicant qui a inventé ce clip, qui est absolument incroyable. Je veux dire que dans un contexte, je qualifierais un peu de destruction globale, si vous voulez, de l'Ukraine, il y a quand même une structure de communication, il y a tout un système qui communique, et de façon absolument remarquable. Enfin, je veux dire qu'on est dans la très haute, dans le très haut professionnalisme, dans le domaine de la communication. Alors maintenant, l'effet que ça va avoir, je pense que ça sera assez limité, mais les preuves d'amour ne sont jamais mauvaises à prendre. Mais c'est quoi le but? C'est de mettre la pression sur la France aussi. On sait qu'Emmanuel Macron, même s'il a des mots très durs sur Vladimir Poutine, laisse le canal ouvert avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est pour dire la France, elle est avec nous? Il y a ces images de bromance, si je puis dire, entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Est-ce que le but, c'est pas aussi de dire la France? C'est la fin du clip d'ailleurs, il faut faire plus, hein. Écoutez, je pense que Zelensky est un formidable communicant. Il sait à qui il s'adresse, et donc il envoie les messages qui conviennent aux pays qui vont bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il est tous azimuts. Je pense que les messages d'amour qu'il envoie ne sont pas liés nécessairement à la France, mais bien évidemment à l'ensemble des partenaires qu'il a, donc au sein de l'OTAN. Il ratisse large, d'autant qu'il a des besoins énormes. Il l'exprime à chaque attaque, il l'exprime. Donc surtout, ne lâchez pas. D'autant qu'il sait que dans une semaine, il va y avoir un grand sommet européen à Bruxelles, les 20 et 21 octobre. Il sait que ça va se discuter, il sait qu'il y aura des budgets qui vont se libérer à ce moment-là, et la France a peut-être l'intention d'envoyer d'autres matériels. Donc on voit qu'il suit très bien les affaires politiques internationales, et la communication suit les affaires politiques. Et en cela, l'équipe autour de Zelensky est absolument remarquable. Alors on ne sait pas, en tous les cas, l'histoire ne dit pas s'il y a eu les droits d'associer les canons César à cette chanson, qui est plutôt une chanson romantique. Une réaction, mais très courte, parce qu'on va quand même juste avancer. Écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Honnêtement, oui, on est dans un effort de communication, de propagande à l'égard des alliés, de manière... Mais la Russie ne fait pas ça. La Russie, elle a perdu cette bataille médiatique. C'est-à-dire la Russie, c'est à l'ancienne. jamais... Il y a ce porte-parole de l'armée qui arrive face caméra, très austère, très solennel. Oui, mais la Russie n'a jamais investi dans la communication de cet ordre-là, de ce genre-là. Ouais. Ils sont russes, ils ne sont pas occidentaux. Pour elle, ça, c'est typiquement des valeurs occidentales. Les Ukrainiens essayent de se mettre au diapason de l'Occident, et là, ils y parviennent très bien. Alors, on l'a appris aussi tout à l'heure, c'est le Kremlin qui annonce ça. Après-demain, jeudi, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, la Turquie, on le rappelle, est membre de l'OTAN, qui va faire office à nouveau peut-être d'une médiation. Est-ce que les négociations peuvent reprendre? Il y avait le dialogue au début du conflit, on a tendance à l'oublier, ça peut repartir? Oui, le dialogue a été interrompu fin mars pour des raisons bizarres qui étaient liées, semble-t-il, à des influences américaines et britanniques. Là, maintenant, il n'y a pas de dialogue ou du dialogue marginal, comme par exemple l'accord sur les céréales, etc. Les échanges de prisonniers, les échanges de corps de soldats décédés, mais c'est tout. Mais il y a d'autres tentatives que celle de Erdogan de créer des médiations. Il y a également, semble-t-il, l'ancien président américain Trump qui essaye de faire quelque chose. Il y a d'autres intervenants dans le monde qui se mettent sur les rangs pour servir de go-between. Le problème, c'est que les Russes veulent négocier à leurs conditions et les Ukrainiens veulent négocier à leurs conditions également, c'est-à-dire le retrait total des forces russes, y compris de Crimée, ce qui est illusoire. Oui. Donc on voit mal d'où peut sortir le Deus ex machina qui parviendra à arranger tout le monde. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci également Pierre de Jong d'avoir été avec nous et pour votre éclairage toujours aussi pertinent. Merci à vous deux.